Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue sur Sud Radio, bienvenue au mois d'octobre surtout. Bonsoir, oui. Bonjour. Bonjour, ouais, c'est limite, 17h. C'est un bonjour TTC, un bonsoir David. hors-taxe. Voilà, c'est ça. C'est pas mal ça. Bonjour hors-taxe, Cécile de Ménibus. Voilà, Bonjour TTC, pardon. Bonsoir TTC, enfin je ne sais plus. Bienvenue en tout cas sur Sud Radio, on est ravis de vous retrouver en ce lundi. On espère que vous avez passé un excellent week-end. Vous avez passé un bon week-end, Philippe David ? Très bien, et vous ? Oui, excellent. Repos et rugby, DR. Oh, ben dis donc, ça vous change. Repos, c'est d'habitude c'est rugby et repos, maintenant c'est l'inverse. En tout cas, merci de nous écouter tous les jours. Vous savez que nous avons une chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, nous vous conseillons de vous abonner absolument et très rapidement. Allez, au sommaire de cette émission, on va revenir sur le déplacement dans le Lot-et-Garonne à Toniens. Emmanuel Macron se recentre sur la sécurité et dévoile la carte de 238 brigades de gendarmerie. L'objectif est de répondre à une demande de service public de proximité, de lutter contre le sentiment d'abandon de la part de l'État dans certains territoires ruraux, Philippe. Oui, 93 brigades fixes, dont 145 mobiles, 238 brigades, a priori, dont 145 mobiles, pour se déplacer dans des localités rurales ou, comme on dit, périurbaines. Un réinvestissement historique du territoire selon le chef de l'État. Selon Pierre-Marie Sèvres, dans une tribune au Figaro, en 2021, le nombre de coups et blessures a augmenté de 10% dans les milieux ruraux, mais plus 35 dans la Marne, 34 dans le Tarn et 24 dans le Gers. Alors, est-ce que pour vous, la présence d'une gendarmerie à côté de chez vous, ça vous rassurerait ou pas du tout? Appelez-nous au 0826 300 300. Et pour l'instant, à cette question, la présence de gendarmerie chez vous rassure-t-elle? Vous dites oui à 65%. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, on va revenir sur Laurent Wauquiez qui sort de son silence pour les présidentielles de 2027. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes promet de conduire la droite vers un grand succès collectif, selon lui. Édouard Philippe y pense aussi. Gérald Darmanin s'en cache à peine. À gauche, le Parti communiste français, Parti communisme français a déjà fermé la porte à une candidature commune de la NUPES. Les choses se préciseraient-elles, Philippe? Oui, les choses se précisent. Le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Aura, comme on dit aujourd'hui, a fait dimanche un premier pas vers une candidature à l'Élysée, promettant de vouloir conduire la droite, je cite, vers un grand succès collectif en 2027. Un nouveau candidat pour la présidentielle, puisqu'il y en a déjà pas mal. Marine Le Pen est la candidate naturelle, c'est Jordan Bardella qui le dit. C'était dans le journal du dimanche. David Lisnard, le maire de Cannes, ne fait pas mystère que ça le gratouille ou que ça le chatouille, comme disait le bon docteur Knock. Alors, est-ce que pour vous, vous avez une idée de pour qui vous allez voter en 2027, ou est-ce que vous pensez que c'est beaucoup trop tôt, à 3 ans et demi du scrutin? Venez nous le dire au 0826 300 300. Eh bien, vous avez visiblement déjà une idée sur notre compte Twitter, puisque vous dites oui à 81%. Vous savez déjà pour qui vous pourriez voter. Allez, on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Avec nos vraies voix du jour, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Notre ami Philippe Bilger, bonsoir Philippe. Bonsoir. Notre ami breton ce week-end. Absolument, 3 jours de rêve à Doélan, voilà. Près de Lorient. J'ai oublié des galettes de Pont-Aven que je voulais vous apporter. Alors, très banalement, je les ai achetées à la gare Montparnasse. La gare Montparnasse qui a vu arriver forcément tous les voilà. Bretons. Ah oui, voilà. Exactement. Non, mais c'était divin et j'ai pensé aux vraies voix en me disant que j'allais raconter ça. Voilà, exactement. Et vous avez bien fait de le faire. Jean-Michel Fauvergue est avec nous, ancien patron du RAID et ancien député et auteur de ce livre Les Hommes en Noir, publié chez Plomb. Bonsoir. 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 On sait plus, ouais. Ah ben là, c'est mi-film, mais on est entre deux. Je ne savais pas que c'était un homme de synthèse. C'est un homme en même temps, quoi. Bonsoir. Et voilà. Mais vous en sortez du en même temps, on en parlera peut-être. Tom Conan est avec nous, auteur de Pollution, publié chez Albin Michel. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous avez passé un week-end à l'intérieur, vous? Plutôt à l'intérieur, notamment dans une boîte de nuit qui m'a déclenché des acouphènes parce que c'était trop fort. Voilà, c'est ça, parce que vous n'êtes pas l'eau. Il faut sortir, il faut sortir le jour maintenant. C'est ça, donc du coup je vais faire attention désormais. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David et le répondeur 0826 300 300 chaque jour. Bien forcément, vous nous laissez des messages difficiles de choisir et aujourd'hui on a choisi celui-ci. Écoutez. Oui, Chantal, 2 remarques. La première, c'est de dire que la place de M. Roussel
dans le Parti communiste. Il me semble qu'il a été pas mal hué durant la fête de l'humanité. Il a un vocabulaire qui n'est plus celui du communisme, du Parti communiste. Deuxième question, je peux vous parler de la retraite, de ce qu'on en fait et de la peur du lendemain qui est diffusée tout le temps par Macron et ses sbires. Tous les jours une nouvelle peur qui nous empêche éventuellement de bouger. Mais je ne suis pas sûre que ça nous empêche de bouger très longtemps. Au revoir. Ah, voilà, c'est une. En tout cas, c'est un point de vue très intéressant qui pourrait faire l'objet d'un débat. Absolument. Oui, c'est sûr. Justement sur le Parti communiste, Fabien Roussel, c'est vrai qu'il détonne, qui se démarque. C'est vrai qu'il détonne dans le paysage. On se demande parfois quand on l'écoute s'il n'est pas plutôt représentant des LR. D'ailleurs, ce serait peut-être bien pour LR qu'ils aient Roussel plutôt une figure comme Roussel. Voilà, une autre figure, c'est original. Hein. Mais moi, depuis qu'il y a Fabien Roussel, je suis de plus en plus communiste. Moi. Bah oui, je mange de la viande, je suis pour les centrales nucléaires. Vous avez mis un drapeau rouge devant l'entrée de votre maison avec le marteau et la faucille. Les communistes ne brandissent plus tellement le drapeau rouge. Non, mais moi je les ai côtoyés à l'Assemblée nationale et je trouve que c'est sérieux ce que je vais vous dire là pour une fois. Je trouve que c'est très bien. Je trouve que les députés communistes sont véritablement, d'abord, ils connaissent bien leur territoire et quand ils amènent une idée, elle est toujours à étudier, pas forcément à prendre, hein, mais elle est toujours à étudier. C'est pas le cas de. Donc il faut réfléchir. Ils font réfléchir, c'est ce que oui, c'est pas le cas c'est largement pas le cas des LFI. Hein. Par exemple, Philippe Bilgers, peut-être une. Je suis d'accord. Ouais, vous êtes d'accord avec lui. Ce qui est intéressant, je pense que c'est un parti quand même un peu à l'ancienne dans les thématiques également. Donc c'est-à-dire les questions sociales, économiques, structurelles sont vraiment fondamentales, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres partis de gauche. On s'y retrouve là-dessus. Allez, ce même numéro 0826 300 de Christophe qui nous appelle du Morbihan, justement. Voilà, c'est ça. Moi j'étais dans le Finistère, mais pas loin du Morbihan. Ouais, pas loin, effectivement. 0826 300. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Ouais, salut à tous les 5, Cécile, bonsoir. Les deux Philippe, Tom et Jean-Michel. Ah bah bravo. Magnifique. Je sais pas comment vous faites parce que moi je me souviens jamais de leur prénom. Ah oui. Ouais, j'ai tenté le coup. Moi elle m'appelle régulièrement Jacqueline, alors vous savez. C'est vrai, ça te va plutôt bien d'ailleurs. Et ce soir je suis un peu TTC et hors taxe, je vais vous dire pourquoi. Allez-y. Donc voilà, mon coup de gueule, j'ai un petit coup de gueule sur le fameux glyphosate, ou la substance artificielle du Roundup de Monsanto. Oui. Allez, les lobbyistes qui relancent la machine, au Conseil européen, au niveau de la Commission. Et donc voilà, donc on continue, ils relancent la machine et puis voilà. Donc sujet, je suis petit apiculteur. D'accord. Amateur, en tant que lobby. Et donc voilà, on veut continuer à tuer la planète et ça continue encore et encore. Oui, c'est très compliqué, qu'il faut rappeler, c'est très compliqué pour les abeilles, ça c'est sûr. Voilà, donc en plus on a d'autres sujets qui les attaquent. Donc, le frelon asiatique. Le frelon asiatique, merci Philippe. Je rajoute, mes pauvres abeilles, que vont-elles devenir? Et vous savez, bien entendu, qu'un monde sans abeilles, c'est un monde sans vie. Donc voilà. C'est vrai. C'est les abeilles qui pollinisent. Qui plantent. Et merci de rebondir sur le sujet un petit peu. Avec plaisir. Jean-Michel Fauvert, un mot. Moi, je veux rebondir sur la partie lobbying. Il faut savoir comment ça fonctionne au Parlement européen et à Bruxelles, donc à Strasbourg et à Bruxelles. C'est effectivement, vous avez des tas de lobbying et des représentants de ces lobbies qui se baladent et qui vont chercher les députés pour travailler dessus. On est un peu comme ça. Il y a carrément un immeuble de lobbyistes à Bruxelles. Oui. Et on est un peu comme ça maintenant sur l'Assemblée nationale française. Moi, il se passait pas une semaine sans que je reçoive 40-50 mails sur mon mail professionnel de député, de lobbyistes pour défendre des amendements qui étaient qui étaient rédigés déjà, donc il suffisait de les porter. Et certains le font. J'ai vraiment fait mon miel, moi, de cette intervention. Non, mais et ça vous donne des ailes aussi. Ouais. C'est dommage que les sujets trop techniques justement soient un peu captés par des spécialistes entre guillemets qui sont en l'occurrence les lobbyistes. Il faudrait quand même que les gens puissent s'accaparer
qu'apparaît, c'est celui-là. Absolument. En tout cas, Christophe, on est ravis de vous accueillir en Vraie Voix du jour. Ouais, et vous restez avec nous dans quelques instants. On va butiner sur d'autres sujets. Oui. Voilà. Oh, c'est beau, je ne sais pas quelle bouche vous a piqué. Hein. je serai votre fleur d'aujourd'hui, les garçons. 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Non, mais me décrochez pas pour l'offrir à votre femme, hein, s'il vous plaît. Dans un instant, le réquisitoire du procureur avec vous, Philippe. On va parler de quoi? Le Conseil d'État s'occupe notamment du contrôle aux faciès. On en parle dans quelques instants. Bien entendu, vos sujets nous intéressent et votre avis surtout nous intéresse. Ici, c'est une plateforme d'opinion et de débat. Elle est à vous au 0826 300 300. Bienvenue à tous. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est très content de vous retrouver chaque lundi avec Philippe David. C'est vraiment un plaisir. Avec nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID et ancien député, et auteur de ce livre Les Hommes en Noir publié chez Plomb, et Tom Conan, auteur de Pollution publié chez Albin Michel. Allez, tout de suite, c'est le réquisitoire du procureur. Les Vraies Voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et juste avant, avec Félix Mathieu dans un instant, les 3 mots dans l'actu, Félix. Des records de chaleur pour un début octobre, le début d'une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid et puis un vol Bastia-Ajaccio qui fait un petit peu polémique en Corse pour les joueurs de Bastia. En 3 mots, ça va donner chaleur, Covid et avion. Merci beaucoup Félix. Philippe Bilger. Le réquisitoire du procureur. On l'a déjà fait. Ah oui, pardon. C'est moi qui ai fait une erreur. Voilà. Allez, vous voulez requérir sur le Conseil d'État et les contrôles aux faciès, Philippe Bilger. En effet, le Conseil d'État, dans le courant du mois d'octobre, rendra une décision sur une action qui avait été engagée contre le contrôle aux faciès, selon certains, de la part de la police, et contre le fait que le numéro le matricule obligatoire que chaque policier devrait porter, c'est une disposition qui n'est pas respectée et en tout cas très fortement négligée. Alors, sur le contrôle aux faciès, c'était très intéressant de voir que la rapporteuse du Conseil d'État a indiqué qu'il y avait des situations singulières de discrimination, mais que la police faisait des efforts, que le ministère de l'Intérieur en accomplissait aussi, et que de toute manière, le ministère de l'Intérieur n'était pas législateur ni administrateur. Et pour le matricule, certes, il faut améliorer la chose, veiller à ce qu'il soit bien lisible sur la poitrine du policier, mais au fond, on va tenter de voir si l'expérience du futur améliorera les choses. Donc il n'y a rien qui soit décisif, je le pense, sous réserve de l'avis du Conseil d'État dans le courant du mois d'octobre pour entraver l'action de la police. C'est plutôt une bonne chose. Jean-Michel Fauvergue, l'ancien flic. Oui, moi sur les contrôles d'identité, je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai jamais pensé que c'était l'alpha et l'oméga du travail de police, le contrôle d'identité, déjà pour commencer. Pour autant, quelquefois quand vous êtes obligé de faire du contrôle d'identité, dans le cadre des règlements et de la loi et du code pénal, du code de procédure pénale, eh bien ces contrôles d'identité, en général, vous les faites sur des gens qui sont sur lesquels vous avez un soupçon. Bien sûr. Et évidemment, je m'excuse de le dire, mais c'est très rare, sauf si vous êtes sur une infraction économique, c'est très rare d'aller sur la rue quand on vous a signalé des cambrioleurs ou des braqueurs. C'est très rare d'aller dans la rue contrôler des gens qui sont en costard cravate, quel que soit d'ailleurs leur passé, enfin leur visuel, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Donc, leur apparence. Leurs apparences, ouais. Donc il y a quand même quelque chose de très pragmatique dans le policier quand il fait ses contrôles. C'est ce qu'on leur reproche d'ailleurs, de faire des contrôles aux faciès, en fait, uniquement ça. Mais oui, mais la problématique, c'est que quelquefois, vous êtes obligé, parce que vous êtes dans une situation où vous avez un descriptif qui fait que vous allez les contrôler de cette manière-là. Maintenant, le faire systématiquement, tout le temps, dans les cités ou ailleurs, non, ça n'est pas l'alpha et l'oméga du travail de police. Parce que c'est pas parce qu'on a un costume qu'on n'est pas un voyou non plus. Hein. Exactement, aussi. Oui, puis surtout, encore une fois, c'est l'efficacité. Je vois pas effectivement en quoi ça
ça peut baisser la criminalité ou désinciter à n'importe quel type de comportement. Par exemple, prenons un exemple très simple. Moi, je veux pas du tout racialiser le débat, rassurez-vous, mais bon, les gens savent que je suis pas racisé, par exemple. Je m'habille de manière normale, mais quand je suis contrôlé, par exemple, dans les transports publics, uniquement pour mon type de transport, ça arrive très souvent en ce moment. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de contrôles dans les transports publics parisiens, en l'occurrence. Peut-être que je suis mal rasé. Et c'est vrai que c'est pas du tout le même genre de rapport qu'un contrôle de police, bien sûr, mais c'est très pénible quand ça arrive 3 fois dans la journée. Une fois, ça arrivait 4 fois dans la journée, et c'était pas parce que c'était moi spécialement, c'est parce que il y avait comme pas mal de contrôles à ce moment-là. C'est leur travail, très bien. C'est très désagréable. Donc, j'ose imaginer effectivement que si c'était un flic, ça serait encore plus désagréable. Dans l'hypothèse, évidemment, j'ai rien à me reprocher. En l'occurrence, je paye bien ma carte de transport. Donc voilà, c'est quand même une vraie problématique. C'est une atteinte qui peut être parfois jugée disproportionnée. Oui. Parfois, il y a des chiffres hallucinants. Un noir ou un arabe, on a constaté, peut être contrôlé 25 fois dans la délirant. journée. C'est totalement délirant. C'est inacceptable. Après, coup de chance, il a peut-être fait quelque chose dans les 25 fois. Oui, mais après, ce qui est intéressant, c'est que de donner un récépissé peut-être ce qui était envisagé. Non, c'est pas intéressant. D'accord. Non, non, mais attendez, je vous réponds pas comme ça pour vous chagriner. Mais pas du tout. C'est pas le genre de la maison. C'est pas moi qui propose, c'est une proposition qui avait été faite. On est sur l'ère du numérique. Moi, je me vois mal quand il y a un contrôle d'identité qui va être fait pour telle ou telle raison. Je vois mal que le policier va remettre par écrit un récépissé avec 2 tampons et revenir au 19e siècle. À un certain moment, il faut passer à autre chose, mais peut-être en faire moins. Voilà. Pourquoi pas? Mais il faut le savoir que les autres ne l'ont pas fait, déjà. Bon, bref, ce sera l'objet d'un autre débat. Allez, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots qui sont chaleur, Covid et avion, Félix. Un pic de chaleur aujourd'hui après un week-end estival, des températures inédites pour un mois d'octobre, plus de 30 degrés dans une bonne moitié sud du pays, jusqu'à 35-36 dans le Béarn. Le prix Nobel de médecine pour des travaux sur le vaccin ARN messager contre le Covid annonce alors qu'en France démarre aujourd'hui une nouvelle campagne de rappel face à la reprise épidémique pour les plus fragiles. Et puis la version corse de la polémique sur le char à voile. Le FC Bastia loue un jet pour se rendre à Ajaccio en un quart d'heure au lieu des 2 heures de route. Les vraies voix Sud Radio. La litanie des records de température en été, en septembre, et désormais donc des températures inédites pour un début octobre. 32 à 34 degrés dans le sud-ouest et dans le centre de l'Hexagone, jusqu'à 35-36 degrés dans le Béarn. Beaucoup de monde sur les plages et dans l'eau, à la Ciotat aussi près de Marseille, avec 28 degrés. On se croirait presque en été, certains s'en réjouissent et d'autres quand même s'avouent interloqués. Je suis en train de lire, je profite du soleil, les pieds dans l'eau. La mer est encore à 22, c'est quand même exceptionnel. Ça surprend, mais c'est agréable. Ça m'est arrivé moi de me baigner jusqu'à mi-octobre. Octobre il fait toujours bon, mais pas comme ça, pas des 28, c'est quand même inquiétant. Mais bien sûr que c'est inquiétant, mais pour mon cas particulier, je fais le maximum pour essayer de faire des efforts au point de vue écologie. Je trie, je fais ce qu'il faut. Après, on n'a pas la maîtrise. Peut-être qu'on peut limiter en faisant certaines choses. Moi j'arrive de Corse, ça fait 2 ans que je suis là. Ma mère habite ici, elle n'a jamais vu des températures comme ça cette période-là. Et des propos recueillis par Lionel Maillet pour Sud Radio dans les Bouches-du-Rhône. Météo France prévoyait le pic de chaleur pour aujourd'hui après ce week-end estival. Ça devrait se calmer un peu dès demain. 2e mot, Covid, avec le début aujourd'hui d'une nouvelle campagne vaccinale. Une campagne ciblée sur les populations les plus à risque face à la reprise épidémique, notamment les plus de 65 ans. Hasard du calendrier, aujourd'hui les Suédois du comité Nobel ont annoncé les lauréats 2023 pour la médecine. 2 chercheurs hongrois et américains récompensés pour leurs avancées en matière de vaccins ARN messager. Avancées décisives dans la lutte contre le Covid, mais pas que, explique Ole Kamp, vice-président du comité Nobel de physiologie et de médecine. Ce que la technologie des vaccins à ARN messager nous réserve à l'avenir, c'est la possibilité de fabriquer des vaccins capables de traiter certaines formes de cancer. Les anti-vaccins, je ne sais pas s'ils changeront, mais je pense que donner un prix Nobel à ce vaccin contre le Covid-19 pourrait inciter les gens qui hésitent à se faire vacciner. Vous pouvez être sûr que c'est très efficace et sans danger. C'est un vaccin très sûr et très efficace.
En tout cas, pour ce qui est de la France, initialement, cette vaccination anti-Covid devait se faire en même temps que celle contre la grippe à partir du 17 octobre, dans 2 semaines. Sauf que la résurgence du virus a amené les autorités sanitaires françaises à avancer cette date finalement. Et le troisième mot, avion. Le FC Bastia loue un jet privé pour se rendre à Ajaccio en un quart d'heure au lieu de 2 heures de route, Félix. Oui, on ne parle plus du PSG cette fois, même si la séquence effectivement rappelle un peu cette controverse signée Christophe Galtier. La société qui organise nos déplacements est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Alors cette fois le FC Bastia n'a pas communiqué, mais c'est un peu la même polémique. Un an après, voici la version Corse et la version Ligue 2. Ce soir, le FC Bastia affronte Ajaccio sur son terrain. Et plutôt que de rouler 2 heures, eh bien oui, le club a préféré un vol d'un quart d'heure en jet privé. L'avion est même venu de Nice pour éviter ces 2 heures de route aux footballeurs de Bastia. Information révélée par le journal Corse Matin qui estime le coût de l'opération à 15 000 €. 15 000 € seulement, pas cher pour un derby, diront certains. D'autres s'interrogent évidemment quand même sur le bilan carbone. Ça vous choque plutôt que 2 heures de bus pour que les joueurs arrivent moins fatigués, ou vous dites c'est un scandale, Philippe Bilger? Oui, puis surtout, il y en a assez, quoi. Ouais. On peut plus faire un mouvement singulier au collectif, un pet de travers, sans qu'immédiatement on soit dénoncé. Vous l'avez dit sur un autre registre il y a peu de temps, on ne cesse d'emmerder les Français. Non, moi, le principe de la dénonciation, moi, me gonfle aussi, mais en main sur le fond, il y avait quand même de quoi contester. Il faudrait que ça soit systématisé et pour qu'on évite d'en faire la pub à chaque fois et d'appuyer dessus. Pas mieux. Pas mieux. Eh ben, très bien. Merci beaucoup, Jean-Michel Fauvergue. Vous nous avez été bien utile sur le sujet. Non, mais je suis d'accord avec ce qu'a dit. Dans un instant, le grand débat du jour en déplacement dans le Lot-et-Garonne, à Tonneins exactement. Emmanuel Macron se ressente sur la sécurité et a dévoilé la carte de 238 brigades de gendarmerie. Avec cette question, est-ce que la présence de gendarmerie auprès de chez vous vous rassure-t-elle? Pour l'instant, vous dites oui à plus de 69%. Jean-Pierre Bouchard est avec nous, psychologue criminologue. Bonsoir, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. Est-ce que finalement, avec ces brigades, la peur du gendarme peut revenir? Eh bien, ça dépend pour qui. Et ben voilà, on en parle dans quelques instants. Merci en tout cas, restez avec nous. 0826 300 300, vous voulez revenir sur cette information et rentrer dans le débat, vous êtes les bienvenus jusqu'à 19h. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Vrai Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix sur radio avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 19h avec ce numéro de téléphone que vous connaissez maintenant par cœur. Vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. 0826 300 300. Et décider, finalement, Philippe Bilger a décidé de venir, comme tous les jours, président de l'Institut de la Parole, voilà. Et de rentrer de Bretagne. C'est comme la pluie. Il faut rentrer, monsieur Bilger. Je mange les galettes que j'ai oubliées à Pont-Aven. Il y a un truc qui n'est pas clair dans cette phrase. Il a oublié les galettes, il les mange. Mais il les mange. Bon, c'est pas grave. C'est bizarre. Bon. Jean-Michel Fauvergue est avec nous, ancien patron du RAID et ancien député, auteur de Les Hommes en Noir, publié chez Plomb, et Tom Conan, auteur de Pollution, publié chez Albin Michel. On vous souhaite la bienvenue. C'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je veux nous fixer un horizon, augmenter significativement la présence des policiers et gendarmes sur la voie publique. On revient au concept premier de la gendarmerie qui a une vocation première de sécurité, de proximité. Tout ça permettra d'avoir des temps d'intervention avec une brigade ici présente qui seront énormément réduits. On n'invente rien, on se redécouvre au travers d'un outil qui existe depuis plusieurs siècles et qui avait démontré toute sa pertinence. Ça permettra d'assurer tous les villages aux alentours. Tranquillité, sécurité, éviter les vols. Je pense que la présence de l'uniforme peut rassurer. Plus de bleu sur le terrain. Et donc en déplacement Lot-et-Garonne à Tonneins, Emmanuel Macron se ressente sur la sécurité et dévoile la carte de 238 brigades de gendarmerie. L'objectif est de répondre à une demande de services publics de proximité et lutter contre le sentiment d'abandon de la part de l'État dans certains territoires ruraux, Philippe. Oui, c'est 238 nouvelles brigades de gendarmerie, plus 38 par rapport à ce qui était annoncé, contre 500 suppressions entre 2007 et 2016, soit 2144 nouveaux militaires déployés sur le terrain. Alors est-ce que vous pensez, vous, que la présence d'une gendarmerie près de chez vous, ça vous rassurerait? Ou est-ce que vous pensez, non, ça servira pas à grand-chose, moi de toute façon, je suis dans un tout petit village, et la gendarmerie qu'ils vont ouvrir, elle sera à 15 km. Vous êtes en zone rurale, vous avez écouté les déclarations du président de la République. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Et pour l'instant, à cette question, la présence de gendarmerie près de chez vous vous rassure-t-elle? Vous dites oui à 67%. On a pris 6 points depuis tout à l'heure. Donc je lisais avec notre invité, Jean-Pierre Bouchard, qui est avec nous, psychologue, criminologue. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Bonsoir.
Philippe Bilger, cette présence accrue de la gendarmerie sur différents sujets, puisque on ne parle pas que de lutte contre la criminalité, on parle d'aménagement du territoire, d'atteinte à l'environnement, des relations, enfin en tout cas des violences intrafamiliales et de la mobilité. Est-ce que finalement c'est une bonne chose pour revigorer un petit peu ces territoires ? Mais Cécile, Philippe, vous avez l'art de poser des questions qui semblent évidentes, mais en même temps, la preuve, il y a seulement 68% des auditeurs qui trouvent que c'est une bonne chose. Moi, ça me paraît évident que la présence de brigades de gendarmerie dans tous les lieux où elles n'existaient pas, à la fois rassure sur le plan de la sécurité... Ou pas suffisante, n'existait pas ou pas suffisante. Absolument, rassure sur le plan de la sécurité et bien sûr de la quotidienneté qui peut être troublée par des voyous ou des transgresseurs, et d'autre part participe du lien qui est nécessaire avec une France qui jusqu'à maintenant était en quelque sorte orpheline de ses moyens. Je ne méconnais pas ce qu'il peut y avoir de politiciens et tardifs là-dedans, mais c'est tout de même positif. La parole est à la police. Ouais, alors vous avez deux sortes de police. Quand je dis police, c'est police et gendarmerie, bien évidemment. La police au service de l'État, les grands services d'investigation, de renseignement, de maintien de l'ordre, de surveillance des frontières, etc. Et puis vous avez une police, et police et gendarmerie, qui doit être au service du citoyen. Celle-là n'existe plus depuis quelque temps. Elle n'existe plus. Ce qu'on appelle la police du quotidien. Ce qu'on appelle la police du quotidien, de voisinage, de proximité, ce que vous voulez. La police de sécurité du quotidien, qu'on a essayé de remettre en place, mais qu'on n'a pas pu à cause du Covid. Et donc là, on est sur la zone gendarmerie, en train de la remettre en place. C'est important. Et là, vous avez deux choses qui sont importantes pour la sécurité des Français, la sécurité de nos concitoyens. C'est à la fois d'avoir de la présence sur le terrain, que ce soit de la présence donc des gendarmes, il y en aura plus là avec ça, policière, police municipale, sécurité privée, c'est tout le débat de la loi de sécurité globale que j'ai porté. Et ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier important, et on l'attend celui-là, il n'est toujours pas là, c'est une justice qui juge une fois que les policiers et les gendarmes amènent les malfaiteurs devant les magistrats. Ça, c'est important pour pas vider la mer avec une cuillère à soupe. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu un pis-aller dans le sens où, enfin, au niveau local, le problème c'est la désertification, le départ de certains services publics, de commerce, même indépendamment des services publics. Donc c'est des endroits où bien souvent à la fois l'État et disons les besoins, les services essentiels ne sont plus là. Moi, je fréquente pas mal d'endroits comme ça qui sont à la périphérie de villes plus importantes ou de villes moyennes. C'est des gens ensuite qui sont paumés très vite pour pouvoir aller faire des démarches administratives, pour pouvoir aller chez le coiffeur, chez le médecin, etc., etc. Donc je suis pas sûr que ce genre de mesures change grande chose au phénomène beaucoup plus global qui est celui de la concentration dans des métropoles et donc d'une partition toujours plus grande entre deux France, la France des villes et la France des campagnes ou des zones périurbaines. Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue, forcément quand on annonce un statut, enfin en tout cas des gendarmes en masse dans les territoires, il y a un sentiment de sécurité peut-être qui est important pour les régions ? Oui, c'est important parce que la gendarmerie, il faut le rappeler, c'est en gros la police des campagnes et des petites agglomérations et pas des grosses agglomérations où là il y a la police que l'on connaît, nationale. C'est important parce que beaucoup de brigades ont fermé, partiellement ou totalement. Donc il y a des trous énormes au niveau des forces de l'ordre et de la gendarmerie. Donc c'est très important parce que ça va créer de la proximité, comme ça a été dit, sur tout ce qui est sécuritaire. C'est aussi une source d'information pour pas mal de gens. Et ce qu'il faut savoir, c'est aussi ce qu'on a tous constaté, c'est que les décennies passant, la population des campagnes a beaucoup changé. Avant, c'était une population d'agriculteurs et de leurs familles qui, globalement, étaient accaparés par leur travail, avaient des valeurs fortes, étaient des gens honnêtes. Ce n'étaient pas des délinquants d'habitude. Et ces agriculteurs se sont raréfiés, leurs familles aussi, et on a une mutation dans certaines campagnes de la population, et surtout, on a un déplacement dans les campagnes de gangs de délinquants ou de délinquants des villes qui viennent faire leurs affaires dans les campagnes. C'est pas les agriculteurs qui se mettent d'un coup à cambrioler ou à trafiquer, etc.
Donc c'est très important qu'il y ait de la gendarmerie en plus dans ces zones où il y a ces problèmes sécuritaires. Jean-Pierre Bouchard, avant de redonner la parole aux vraies voix, je vais faire un clin d'œil, ça va faire plaisir à Jean-Michel Fauvergue. Quand j'ai entendu parler de ces brigades mobiles, ça m'a rappelé un peu Clémenceau et les brigades du Tigre. Vous voyez, monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux, la complainte des Apaches. Est-ce qu'on ne redécouvre pas les brigades mobiles, 120 ans plus tard ? Bah écoutez, on va le voir. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir des gens fixés sur zone et puis d'avoir de la mobilité pour certains, j'imagine, pour faire des renforts, pour faire des interventions. Alors, quand il a été dit que ça allait être une force importante, ça va dans le bon sens, mais c'est pas très important. N'oublions pas que nous avons 5 départements en France. Le territoire donc de l'Hexagone est très grand. Les dom-toms sont aussi compliqués à couvrir. Donc ça va dans le très bon sens. Et si ça pouvait continuer, ce serait une bonne chose. C'est-à-dire cette extension de la gendarmerie, y compris dans sa version mobile. Il faut bien voir que ça va prendre du temps. Tout cela, je ne sais pas à quelle échéance. Absolument. Et on ne peut comparer ça avec l'hostilité qui est manifestée lorsqu'on veut installer des prisons dans les parages de certains lieux. Les mêmes qui en réclament n'en veulent plus lorsqu'elles commencent à se concrétiser. Les brigades de gendarmerie, c'est un corps qui est aimé tout de même par la France de bon sens, et c'est fondamental. Mais encore une fois, il ne faudrait pas que ça se substitue. Si la logique globale, c'est de donner des services de proximité, il ne faudrait pas quand même limiter le débat à la question sécuritaire, qui a évidemment toute sa place, mais qui n'est quand même pas la seule question lorsqu'on est dans un territoire rural. Oui, mais la sécurité, c'est la sécurité routière, la sécurité intrafamiliale. La sécurité arrive aussi sur pas mal de... Être dans un coin où vous avez encore une fois pas de service public, en dehors donc par hypothèse de ces équipiers, enfin de cette brigade de gendarmerie qui reviendrait, si vous n'avez pas de commerce, vous avez vraiment aucun lien avec le reste de la France, le reste des villes. Si c'est uniquement l'aspect sécuritaire qui est redéployé, je trouve ça un peu dommage ou incomplet, quoi. Je suis toujours inquiet quand j'entends sécuritaire. Moi, je voudrais... Jean-Michel Fauvergue. C'est vrai qu'il faut lui préférer le terme sécurité. Moi, je voudrais juste vous dire que c'est important d'avoir de la présence, de redéployer, etc. Mais ce qui est important aussi, c'est de faire peut-être de la police et la gendarmerie différemment, et peut-être revenir à ce qui se faisait auparavant. On a parlé des brigades du Tigre, mais revenir aussi à ce que font par exemple les anglo-saxons dans le community policing, c'est-à-dire avoir des équipages de police ou de gendarmerie qui soient aussi disponibles pour le concitoyen et qui mettent pied à terre, qui vont chercher le dialogue, qui vont chercher le renseignement, qui parlent avec les gens. Et ça se perd, ça s'est perdu parce qu'on est dans une vie moderne où on n'a plus tout le monde est très interconnecté, mais on a de plus en plus de connexions, de moins en moins de relations. Et le jeune policier ou le jeune gendarme de la même manière. Lien social peut-être. De la même manière. Donc c'est un lien social. Il faut qu'ils mettent pied à terre et qu'ils aillent parler avec les uns avec les autres. C'est vrai, mais je pense qu'il ne peut pas remplacer, par exemple, un officier, un agent de sécurité sociale, de la mairie, etc. Non, c'est pas le but. Mais est-ce qu'on ne va pas leur donner après des rôles qui dépassent largement leur mission première? Moi, ce qui me paraît c'est que ce soit seulement aujourd'hui qu'on mette en œuvre ces évidences. Jean-Pierre Bouchard, justement, sur cette crainte, après, dans un instant, on va prendre Christophe du Morbihan, cette crainte, justement, de dire, une fois qu'on a mis la gendarmerie, derrière, il faut effectivement faire revenir aussi des centres-villes, des magasins, redonner une vie aussi. Ah oui, bien sûr, c'est tout le problème de la restauration de ces zones rurales qui ont été appauvries au niveau des infrastructures, au niveau des commerces, etc. Donc c'est une politique d'ensemble, mais il faut bien faire des actes, et ça n'est un qui est fort, et c'est très important. Alors en général, ces brigades de gendarmerie ne sont pas dans des communes de 300 habitants, c'est quand même des bourgs de 2000, 3000 habitants, donc ce sont des communes qui ont tout ce qu'il faut, je dirais. À la base, il y a des écoles, des lieux d'enseignement, des commerces,
collèges, des supermarchés. Ce ne sont pas des zones totalement démunies. Oui. C'est dans les plus petits villages où c'est plus compliqué. Mais en général, ça dépend aussi de leur sphère de compétences. Et puis, on l'a bien vu avec le changement climatique, il y a quand même des enjeux maintenant d'atteinte à l'environnement qui sont très importantes. Et les gendarmes vont jouer un rôle essentiel par rapport aux incendies, par exemple, et aux risques incendiaires, puisqu'on sait que 90% des incendies sont d'origine humaine. Et vous avez vu les conséquences catastrophiques que ça peut avoir, de nature écologique, mais aussi pour la vie en général. Et les gendarmes vont jouer un rôle évidemment très important en étant présents sur les territoires. Et de régulateurs peut-être. Allez, 0826 300 300, Christophe qui nous appelle du Morbihan. Christophe, une réaction sur ces unités de gendarmerie un petit peu partout en France ? Ouais, donc en effet, je confirme, originaire d'un petit patelin dans le Morbihan, on voit arriver une typicité de population qui habitait les grandes cités urbaines. Oui. Donc pour faire leur trafic, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se déploient maintenant en province. Et voilà, pour ne dire que ça, entre autres le trafic de cannabis. Ils vont dans des endroits, des petits villages bien cachés, etc. Je ne parle que de ça. Ensuite, je poserai la question, pour faire rapide, à M. Bouchard. Qu'est-ce que vous pensez et qu'est-ce qui se passe par rapport au recrutement dans la gendarmerie et dans la police, alors qu'il y a énormément de démissions, de suicides, etc., etc. Merci, M. Bouchard. C'est vrai que 2144 nouveaux militaires, mais avec beaucoup qui démissionnent, ça pose question, Jean-Pierre Bouchard. Oui, effectivement, il faut analyser les causes de ces démissions. Je pense que les gens qui sont au contact et qui encadrent les manifestations, qui sont régulièrement insultés, agressés, etc., c'est quelque chose qui les atteint psychologiquement de façon forte et répétée. Je pense que le gendarme de campagne classique n'a pas les mêmes sources de stress et lui, statistiquement, il devrait démissionner beaucoup moins. Après, il faut analyser ces causes-là et faire en sorte que les DRH donc de la gendarmerie gère ça, parce que ça se gère. On peut faire tourner les populations professionnelles, les affecter ailleurs, etc., etc. Mais le directeur général de la gendarmerie, la gendarmerie est en train de se reformer. On sent que les choses, se restructurent sur pas mal de sujets. Jean-Michel Fauvergue. Vous voulez réagir ? Oui, c'est un vrai problème. Et effectivement, notre auditeur, c'est quoi son prénom ? Notre auditeur, c'est Christophe. Christophe a raison. Cri-cri. Vous avez atteint un degré d'intimité. Il a raison. Il a raison dans ce qu'il a dit. On est dans une période où on a du mal à recruter, surtout police, mais aussi gendarmerie, où on a du mal à garder les effectifs qui, dont certains s'en vont sur les polices municipales, beaucoup. Et effectivement, on a un vrai problème là-dessus. Alors dire que les DRH en feront leur affaire, moi je ne le crois pas, parce que c'est un problème général. On a non seulement on n'est pas à l'aise pour recruter dans la police, dans la gendarmerie, mais chez les infirmières, chez les greffiers, partout, chez les enseignants, les profs, les magistrats, etc. Donc on est face à une vraie problématique. L'État continue à déployer sa stratégie là-dessus, mais effectivement, derrière, il va falloir pouvoir recruter. Je ne suis pas persuadé qu'on puisse recruter. Peut-être que là, Jean-Michel, les territoires étant très vastes pour les gendarmes, le fait d'avoir des territoires plus réduits, c'est moins de fatigue et moins de kilomètres et moins de pénibilité, entre guillemets. Oui, sans doute. Donc on travaille sur la pénibilité, bien sûr, que ça sera le travail du gendarme en milieu rural est pas le même que le travail du même gendarme en périurbain, où effectivement il a les mêmes problématiques que la police nationale. Tout à fait. Ça sera peut-être plus serein, mais ça sera plus intéressant aussi d'avoir ce contact avec la population. Je voulais juste dire aussi que pour ce qui est des services publics, il y a aussi une création continue de maisons qui s'appellent les maisons France Service, et qui sont là pour qui font un peu tout, la poste, les impôts, etc. C'est une alternative. En tout cas. C'est que pour motiver les troupes, si j'ose dire, le problème, c'est notamment quand même la paupérisation de certains agents publics. Alors pas tous, mais c'est vrai que chez les profs, chez les infirmières, on en parle assez souvent. Sur le cas des policiers, je connais pas précisément, mais j'imagine qu'il doit y avoir aussi des problèmes de ce type. Et donc, et d'ailleurs, ensuite, le problème de recrutement concerne aussi d'ailleurs le privé. Sauf que le
privé peut-être un peu moins concerné par les questions justement de rémunération rigide, ce qui a par définition une souplesse potentiellement plus grande. Donc ça, c'est quand même la vraie question. Le contexte, vous savez peut-être que Bruno Le Maire a confirmé notamment hier, je crois, que les prix, entre guillemets, qui ont beaucoup augmenté récemment, allaient rester à ce niveau-là, ils vont pas revenir en arrière. Effectivement, on l'avait un petit peu compris nous-mêmes déjà de toute façon. Donc ça aussi, ça rentre dans la balance. Oui. Dernière question, Jean-Pierre Bouchard. Justement, ce maillage territorial de la gendarmerie, est-ce que finalement, ça va pas nous permettre, en tout cas permettre au gouvernement d'avoir des remontées d'informations plus intéressantes et peut-être au plus proche du terrain? Ah, bien sûr, les gendarmes généralement restent suffisamment longtemps sur les territoires pour connaître les maires, les élus, les familles et ont un rapport de proximité qui leur permet de remonter de l'information sur l'ambiance générale des territoires, mais aussi sur ce qui n'irait pas, évidemment. Merci beaucoup Jean-Pierre Bouchard d'avoir été avec nous. Oui, c'est pour rebondir rapidement, très vite. Allez-y. C'est pour ça que ce déploiement est intéressant et le voisinage, la police de voisinage, de proximité, de sécurité du quotidien, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, mais de présence sur le terrain, est importante pour deux raisons. D'abord, pour faire baisser le sentiment d'insécurité. Quand vous parlez avec les gens, vous êtes en bleu, vous parlez avec les gens, vous les rassurez. Et la deuxième chose, c'est pour récupérer du renseignement opérationnel. Et parce que Philippe David est en bleu, il vous rassure, vous. Non, d'accord. Je vous rassure pas. Non, vous ne me rassurez pas. Merci beaucoup Jean-Pierre Bouchard d'avoir été avec nous, psychologue, criminologue. Merci à vous. Et merci. Restez avec nous, Christophe. Vous êtes notre vraie voix du jour. Dans un instant, le quiz de l'actu. Et dans quelques dizaines de minutes, on fera le tour de l'actu des vraies voix. On parle de quoi avec vous, Philippe David? On parle d'une initiative formidable en Alsace. Formidable. Avec vous, Tom Conan. La chute des influenceurs. Notamment les influenceurs français. Et avec vous, Jean-Michel Fauvergue? Alors moi, je voudrais parler de la gestion des blessures dans le rugby de haut niveau. Est-ce bien raisonnable? Oui. Et dans un instant, le quiz de l'actu. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. 17h52, c'est l'heure fatidique de cette émission, on ne le dit jamais assez, avec Christophe qui nous appelle du Morbihan et qui est notre vraie voix du jour et qui va enfin pouvoir se placer face à nos vraies voix dans le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Mon cher Christophe, comment ça va? Mi-figue, mi-raisin. Voilà. Est-ce que vous avez regardé, lu la presse et lu ce que disaient nos politiques? Alors, un peu cramé ces 2 derniers jours parce que j'ai pas trop suivi, donc donc je vais me lancer, puis Sarkozy. Mais ouais, ça ira très bien. Je suis sûr que vous allez gagner. Allez, c'est parti. Je vous rappelle que c'est vous qui répondez en premier. Si vous n'avez pas la bonne réponse, les vraies voix peuvent. Ouais, exactement. Qui c'est qui l'a dit? NUPES or not NUPES, that is not the question. En anglais, hein. This is Mr. Je laisse la main. Comment? Je laisse la main, il a dit. Je laisse la main. Roussel. Bonne réponse de Jean-Michel Fauvergue. C'est Fabien Roussel. Mr. Russell. Mr. Russell. Voilà. Il parle anglais maintenant. Deuxième question. Qui c'est qui l'a dit? Si vous trouvez un Français qui comprend ce qu'on me reproche, il est beaucoup plus intelligent que moi. Nicolas Sarkozy. Bonne réponse de Christophe. Bravo. On la donne à Christophe. Bien sûr. J'ai rebondi. Bien, beau rebond. Question, qui c'est qui l'a dit? Je suis pour créer un statut de détresse climatique qui ne doit pas être le même que le statut du droit d'asile. Oh là là. Ça réfléchit, ça. Wow, il faut pas trop réfléchir, donc je laisse la main, c'est cramé pour moi. Darmanin. Une femme, Rousseau. Darmanin. Jadot. Non. Je dis Darmanin. Beaucoup plus à gauche. À gauche. Mélenchon. Non. Bompard. Bonne réponse, il a dit le premier, Philippe Bilger. Comme ça, je sauve mon honneur. Qui c'est qui l'a dit? Et c'est pas du tout un homme politique. L'inflation est due à des choix mus par l'écologie. L'écologie, c'est pas un homme politique. Non, un entrepreneur. Sa société porte son nom. Oh. Ouais. Ah bah il est breton en plus. Le patron de chez Leclerc. Bravo. Le patron de chez Leclerc qui s'appelle Michel-Édouard Leclerc. C'est ça. D'où le nom des magasins. C'est ça, Et c'est la raison pour laquelle on dit à Carrefour, mais chez Leclerc. C'est ça.
Voilà. Eh ouais. Ah, c'est pas Monsieur Carrefour qui. Non, c'est pas Monsieur Carrefour. On est en train de nous distraire là. Allez, on y va. Qui c'est qui l'a dit? Je ne considère pas que l'aventure d'Éric Zemmour à la présidentielle soit un échec. Je vois beaucoup de perspectives enthousiasmantes. De Villiers. Pas du tout. Maréchal. Oui, bonne réponse de Tom Conan. Le retour de Tom Conan dans l'arène du jeu. Qui c'est qui l'a dit? La démocratie consiste à considérer les citoyens comme co-responsables de l'avenir. C'est beau. Ouais. Wow. Je laisse. Non. Mélenchon? Non. Un politique il est au milieu. Bayrou. Bonne réponse de Philippe Bilger. François Bayrou. C'est un peu filandreux comme ça. Dès qu'on comprend pas, c'est Bayrou. C'est ça. Bayrou, il est encore là, lui. Oui, semblerait. Qui c'est qui l'a dit? Ce concept d'union des droites est une combine. Est une combine de partis. Une combine de partis. C'est quelqu'un de la gauche? Non. C'est un maire. Ah, non. Un maire du sud de la France. Oui. Oh, le maire de Cannes. Lisnard, bonne réponse de Christophe. Je l'avais. Lisnard, vous l'aviez, Philippe, c'est vrai, vous l'aviez. Qui c'est qui l'a dit? Le 49.3 nous permet d'éviter le risque de shutdown comme aux États-Unis. Christophe. Le 49.3, quoi? Oui. Nous permet d'éviter le risque de shutdown comme aux États-Unis, c'est-à-dire le fait que l'État ne puisse plus payer. C'est ce qui a failli arriver aux USA. Yes. C'est une femme. Première ministre. Et elle pourrait boire du Bourbon. Ah bon? Première ministre? Non. Mais non. C'est moi qui le dis. Non, je dis elle pourrait boire du Bourbon parce que c'est Philippe. Bonne réponse. Philippe Bilger. Puisqu'elle est présidente de l'Assemblée nationale du Palais Bourbon. Qui s'appelle le Palais Bourbon. Et voilà. Non, ça, il faut le chercher loin, ça. Oui, mais Cécile est profonde. Le score final, 3-3-1-1. Et voilà. Philippe et Christophe. Bravo, Christophe. Jean-Michel est comme un. Bravo, Christophe. Allez, vous restez. Merci dans le langage de mon épouse. Allez, vous restez avec nous. Allez, on revient sur ce tour de table de l'actu. On parle de quoi avec vous dans quelques instants? On parle de la gestion des blessures. La dégringolade des influenceurs. Et Philippe Bilger. L'Alsace est intelligent. Ah, très bien. À tout de suite, on fait une petite pause. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix du lundi avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, et bienvenue à Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID et ancien député, auteur de Les Hommes en Noir, publié chez Plomb, et Tom Conan est avec nous, auteur de Pollution, publié chez Albin Michel. Je dis les vraies voix du lundi parce que chaque jour, forcément, ça change, et vous aussi, vous changez, 0826 300 300, donc venez, si vous n'êtes jamais venu à l'antenne, venez commenter avec nous l'actualité, on est ravis de vous accueillir, et c'est jusqu'à 19h. Allez, tout de suite, le top clic de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top clic. Et le prix Nobel attribué à des recherches sur l'ARN messager, cette décision du comité suédois réveille forcément les opposants à la vaccination contre le Covid. Et oui, au point de mettre le nom de Nobel en top tendance sur Twitter. Du côté de ceux qui se réjouissent de ce prix Nobel attribué à 2 chercheurs hongrois et américains impliqués dans les recherches sur le vaccin, il y a par exemple Hubert Huertas qui se demande avec ironie sur Twitter, je le cite, Florian Philippot et Francis Lalanne vont-ils dire que le Nobel de médecine a été attribué à une empoisonneuse émule à l'échelle planétaire de la marquise de Brinvilliers, Violette Nozière ou de Marie Bénard? Et effectivement, Florian Philippot y est allé de sa publication sur Twitter, une photo des 2 chercheurs nobelisés, un moment où ils arboraient un masque sur la bouche. Voici à l'instant les 2 lauréats du prix Nobel de médecine, récompensés pour leurs travaux sur l'ARN messager. Quelle surprise, s'agace l'ancien vice-président du RN. C'est du même niveau que le prix Nobel de la paix pour Obama. Remarquons, ces 2 lauréats ont bien le look parfait du covidiste de base, puisqu'ils avaient un masque sur la photo. De quoi attirer à Florian Philippot quelques réponses peu amènes, comme celle de n'importe quoi qui s'amuse à propos de ces 2 chercheurs nobelisés. Vous connaissez la différence entre Katalin Karikó, Drew Weissman et Florian Philippot? Eh bien, Katalin Karikó et Drew Weissman ont eu un prix Nobel de médecine, alors que Florian Philippot a eu un parrainage à la présidentielle. Du côté de Florian Philippot, allez, on va trouver en renfort l'essayiste Idriss Aberkane, qui va de la comparaison historique pour relativiser la portée de ce Nobel. Je le cite. En 1949, dit-il, le pseudo-scientifique Moniz recevait le prix Nobel de médecine pour la lobotomie frontale, une opération abominable et criminelle validée un temps par la médecine de l'époque. Voilà, le débat fait rage, de quoi inspirer, ce sera le dernier commentaire
commentaire que je vous lis. Celui cinglant de Flanc Claro, je le cite. Le somme absolu s'écoule comme un torrent sur les TL de nos anti-tout et complots bien connus. Pourtant, ils étaient les premiers à encenser la valeur du Nobel de Feu Montagnier, malgré ses soucis cognitifs sur la fin. Et puis, autre sujet, dans les Hauts-de-Seine, un ado a traité de policier de sale blanc en garde à vue. Et les policiers s'agacent sur la réaction de la justice. Oui, il s'étonne que la justice n'ait pas retenu le motif d'injure raciste pour cette exclamation lancée en garde à vue à Asnières, rapporte le Figaro. Le jeune homme était alors soupçonné de complicité dans une affaire de racket. Le jeune homme de 14 ans, il se serait énervé, jetant sa nourriture et proférant cette injure donc de sale blanc. Et on comprend la réaction des policiers à juste titre, car moi je ne comprends vraiment plus du tout la justice. La semaine dernière, la manifestante qui portait une pancarte « Un flic, une balle » à Besançon n'a pas été poursuivie pour des considérations que j'ai dénoncées à ce micro, tant elle me paraissait fumeuse. Maintenant, c'est à Asnières où, comme vous l'avez entendu, un voyou arrêté pour racket sur la voie publique a jeté son assiette de nourriture au visage d'un policier avant de dire à un autre « Toi, si je te croise dehors, t'es rien, sale blanc ». Des propos reconnus par l'intéressé, mais pour lesquels le parquet n'a pas jugé bon de le poursuivre pour propos racistes, mais juste pour outrage et rébellion. À croire que pour certains juges, il y a peut-être des racismes autorisés et d'autres qui ne le sont pas, alors que tout racisme est condamnable et que sale blanc est une injure raciste, sauf à considérer, comme les wokistes, que le racisme anti-blanc n'existe pas. Notre ami Abdoulaye Kanté a d'ailleurs fait part de son émotion sur Twitter en voyant ce qui s'est passé à Asnières. Philippe Bilger, vous comprenez encore la justice française ou pas? Parce que une balle un flic, c'est pas un appel au meurtre, sale blanc, c'est pas du racisme. D'abord, mon cher Philippe, en dépit de votre goût pour la globalisation, ne parlons pas de la justice française. Là, une aberration est commise et je vous rejoins totalement. On ne veut pas donner du grain à moudre à ce qu'on estime sans doute des causes discutables, délétères, mais c'est évident qu'il aurait fallu poursuivre ce voyou pour ce qu'il a dit. Jean-Michel Fauvergue. On a un problème général de justice de manière générale, c'est-à-dire qu'on a une justice qui est trop laxiste et quand des décisions qui ne sont pas laxistes qui sont données, elles sont revues par les juges eux-mêmes, le juge d'application des peines en particulier. Je signale, il faut que nos auditeurs le sachent, c'est que quand il y a une décision de justice effectivement qui est donnée, c'est un autre juge qui s'en empare pour la minimiser, quoi. Et ça, c'est vraiment un système qui ne va plus du tout. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse pénale, il n'y a pas de sanction pénale digne de ce nom, il va falloir travailler là-dessus. Mais en plus de ça, se rajoute aussi, et je rejoins Philippe Bilger là-dessus, se rajoute aussi la situation personnelle de certains magistrats qui ne prennent pas leurs responsabilités sur des affaires de ce type-là, ne s'inquiètent pas d'affaires de ce type-là. Et ça, c'est quand même aussi une aberration, sans compter le fait qu'il y a tout un syndicat, le syndicat de la magistrature, qui va parader dans les manifs anti-flics et qui ne peuvent pas saquer les flics, quoi. Ouais, moi, à ma connaissance, il n'y a pas de racisme anti-blanc systémique, je crois pas. Néanmoins, évidemment qu'en l'occurrence, c'était un propos raciste et doit être condamné comme tel. Ça me paraît totalement évident, quel que soit le contexte et l'ampleur du phénomène, je veux dire. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Vous restez avec nous. Dans quelques instants, Laurent Wauquiez sort du silence pour la présidentielle 2027. Après Édouard Philippe et Gérald Darmanin qui envoient des signaux, c'est Fabien Roussel qui a déclaré plus ou moins sa candidature, en tout cas qu'elle ne serait pas commune avec la NUPES. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous avez fait déjà votre choix pour 2027? Est-ce que oui, totalement, non, absolument pas, ou j'ai déjà une vague idée où je ne voterai pas? Vous nous en parlez, on fera un tour bien entendu avec nos vraies voix du jour dans quelques instants, et le tour de table de l'actu arrive. À tout de suite. Et vous, au 0826 300 300, merci de nous accueillir où vous êtes, au bureau, à la maison, je ne sais pas, en tout cas 0826 300 300, c'est votre numéro. Philippe Bilger est avec nous, Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID et ancien député et auteur de ce livre Les Hommes en Noir, publié chez Plomb, et Tom Conan, auteur de Pollution, publié chez Albin Michel. Et tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table de l'actualité. Et selon vous, Philippe Bilger, l'Alsace a trouvé la solution pour lutter contre l'insécurité? Oui, il y a une ville en Alsace qui s'appelle Cernay, dont l'adjoint à la sécurité, qui s'appelle Émile Moueb, a trouvé un moyen, approuvé évidemment par le conseil municipal, de, semble-t-il,
va-t-il mettre fin à tout ce qui affecte et infecte les autres communes. Chaque mois, il réunit un conseil pluraliste où il y a tous les gens qui, de près ou de loin, sont concernés par les désordres, les violences, l'école, les pompiers, les policiers, les gendarmes, les magistrats. On discute à cœur ouvert et on se dit tout, et on tente de réagir aux défis qui sont relevés dans le mois. Prenons un exemple. Il apprend qu'une famille déscolarise son enfant. Il fait venir la famille, il la reçoit avec son écharpe de mère. Il va beaucoup plus vite que la bureaucratie scolaire. Ouais. Et il dit, écoutez, il fait signer une charte des droits et des devoirs. Et 15 jours plus tard, l'enfant est en classe, il n'y a plus l'ombre d'un problème. Alors il résume ça, Moueb, en disant faire passer la patrie avant les partis. Alors c'est un peu peut-être simpliste de dire cela, mais ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de navrant, c'est que tout ce qu'il fait, Cécile, Philippe, c'est dans la loi. Oui. On pourrait le faire, mais simplement, lui, il a décidé de l'appliquer à sa manière, et ça a des résultats remarquables. Jean-Michel Fauvergue. Oui, c'est dans la loi, je confirme, ça s'appelle... alors là c'est particulier, mais ça peut s'appeler les CLSPD, les contrats locaux de sécurité et de prévention, qui se font sous l'autorité du maire, avec tous les acteurs de prévention et de sécurité. Et là, effectivement, j'ai lu cet article-là, et cet adjoint au maire a pris en compte toutes ces possibilités-là, et les pousse jusqu'au bout. Et c'est malin, hein, c'est très malin. Vous savez que les maires ou les adjoints au maire, par délégation, peuvent convoquer les familles et les enfants pour après accord du parquet, après un accord général du parquet, pour trouver des solutions. Pour trouver des solutions, quand il n'y a pas de délit, bien évidemment, mais quand il y a des incivilités, etc. Et ça fonctionne bien. Moi, je connais une commune sur le sud de la France qui le fait, et ça fonctionne très très bien. Ouais, mais tant qu'on peut relocaliser des décisions, des prises de décision, c'est toujours intéressant dans un pays quand même qui souffre de beaucoup de centralisme à tous les échelons par ailleurs, c'est-à-dire extrêmement pesant. Donc c'est très bien, c'est très intéressant. Et les communes autour de Cernay, Cécile, ont été victimes de tous les événements, et Cernay, pas du tout. Ah oui, c'est ça. Et elles s'en inspirent pas, les communes voisines? Non, elles devraient. Oui. Ah oui, mais... D'accord, écoutez. En tout cas, ça serait intéressant qu'on l'ait, qu'il nous raconte. Absolument. Ah oui, ce serait bien. Il y a du déterminisme aussi, parce que le gars, l'agent au maire, ça doit prendre du temps. Il est 24 sur 24 sur ce truc-là. Il faut trouver quelqu'un comme ça, il faut trouver la perle rare. Oui, c'est ça. Jean-Michel Fauvergue, vous vouliez nous parler rugby, et en tout cas de la gestion des blessures. Oui, je voulais vous parler de la gestion des blessures en équipe de France en particulier. Vous savez qu'on a eu des blessés, on a eu Danty, Marchand, Baye, Jelonche. On a le cas, Lucien en parlait tout à l'heure, le cas d'Antoine Dupont. Et cette gestion des blessures, elle est particulière. On a vu quelqu'un comme Anthony Jelonche, qui a été dans les ligaments croisés lors du tournoi des 6 Nations contre l'Écosse. Explosé lors du tournoi des 6 Nations contre l'Écosse il y a 7 mois de ça, qui est revenu au plus haut niveau là, 7 mois à peine. Pour ceux qui se sont fait un peu opérer comme je l'ai été, moi, des ménisques ou des ligaments croisés dans les années 90, c'était 3 mois de béquilles et une cicatrice qui partait de l'orteil pour arriver jusqu'au sourcil. Donc vous exagérez un peu. J'exagère un peu. Donc on fait des choses qui sont exceptionnelles. Pour autant, moi ça m'inquiète. J'aimerais revoir rapidement, en particulier Antoine Dupont dans l'équipe de France, mais pas au péril de sa santé. Et je suis assez rassuré dans ce que dit Florent Grill, le président de la Fédération française de rugby, qui ne fera aucune concession sur la santé des joueurs. Il a raison. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'il y a une étude, enfin vous le savez peut-être pas, mais je vais vous le dire, il y a une étude du le Journal of Neurology, qui a été édité en Écosse, et qui a constaté que les anciens joueurs de rugby et les anciens boxeurs aussi ont un risque multiplié par 3 de Parkinson et ont un risque multiplié par 15 de maladies dégénératives motoneuronales. Ça veut dire qu'à un certain moment, les chocs qui sont pris, les blessures qui sont prises, elles sont comptabilisées à un certain moment. Donc il faut prendre toutes les précautions nécessaires.
Philippe Bilger. Mais vous avez raison, Jean-Michel, et votre point de vue a été approuvé par, enfin, il l'a anticipé. Olivier Magne, lui, était plutôt en disant il faut être extrêmement prudent, mais évidemment, on désire tous que Antoine Dupont revienne vite, et je crois qu'ils feront attention tout de même. Ouais, non mais c'est terrifiant ces chiffres-là. Hein. J'aurais jamais imaginé ça dans des proportions telles. Hein. x15 pour certains types de maladies, c'est effrayant. C'est la maladie de Mohamed Ali. Hein, Oui, mais pour une réponse courte, est-ce que aussi Dupont, c'est une Coupe du Monde, c'est en France, il a pas plus envie de jouer que jamais et qui se dit tant pis, je prends un risque, mais j'ai envie d'être là pour le quart de finale. Bien sûr, on a tous envie qu'il soit là, bien sûr. Je suis curieux de voir contre les Africains du Sud si on sentira chez lui une petite retenue psychologique. Alors, les Africains du Sud, c'est pas des poètes, hein, donc la première chose qu'ils vont faire, c'est lui foncer dessus, quoi. Hein. Donc il faut le protéger, quoi. Là, un Peter Steph Dutoit qui aime bien les basses œuvres, je pense qu'il va falloir le surveiller. Je dis ça, je dis rien, j'ai accusé personne. Eh ben, vous restez avec nous. On fait une petite pause. Tom, dans un instant, on revient sur quoi ? Sur les influenceurs et leur dégringolade récente. On va voir ça en détail. Eh bien, on attend avec impatience. Vous restez avec nous. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. Les vraies voix sont avec nous sur Sud Radio et dans les vraies voix avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 19h. Philippe Bilger est avec nous, Jean-Michel Fauvergue est avec nous et chaque jour, ils nous proposent des sujets, en tout cas, qui font leur actu à eux, dont ils ont envie de parler. Et Tom, vous vouliez revenir sur cette nouvelle réglementation sur les influenceurs. Oui, j'en avais parlé il y a quelques semaines sur Sud Radio, effectivement, qu'il y a eu une nouvelle réglementation qui était destinée justement à protéger un peu les consommateurs de mauvaises informations ou alors de partenariats pas toujours très clairs, vous savez, avec certaines entreprises, par exemple de crypto ou de marchés financiers, etc. Et donc parfois ça pouvait induire en erreur les gens qui suivaient des influenceurs a priori anodins, qui en réalité étaient liés à des entreprises de ce type-là. Donc il y a eu une réglementation, effectivement, il y a quelques mois, portée par Bruno Le Maire, qui avait effectivement poussé ce projet-là, parce qu'il y avait aussi plein d'abus dans différents domaines. Donc, j'ai mentionné la crypto, il y avait aussi, vous savez, ces personnes plutôt dans le domaine de l'esthétique qui encourageaient des comportements dangereux, vous savez, sur le botox ou sur d'autres produits de ce type, les injections clandestines, donc des choses évidemment très très graves qui ont, j'imagine, justifié cette nouvelle réglementation. Et donc évidemment le contexte n'est plus du tout le même. Alors il y a toujours plein d'influenceurs partout, hein, pour ceux qui sont sur la toile, effectivement, sur les réseaux sociaux, on en est toujours farci, si j'ose dire, dans tous les domaines et notamment en France. Mais donc depuis cela, donc il y a le Figaro qui a fait un dossier là-dessus, donc il y a une grande désillusion parce que en fait ce qui se passe, c'est que désormais les différentes contraintes qui existent par rapport à certains domaines d'activité et notamment quand les photos sont retouchées, mentionner évidemment le partenaire avec qui vous travaillez pour le partenariat, etc. Tout ça fait qu'évidemment, plus de marques sont maintenant frileuses de faire appel justement à ces personnes-là, parce qu'évidemment, s'il y a une grosse affiche, attention, ceci est un partenariat rémunéré, etc., c'est parfois un peu moins sexy, moins efficace, et donc effectivement, on y recourt un peu moins. Mais donc, il y a plein de personnes qui font des émissions de télé-réalité et qui ensuite en sortant pensaient monétiser, comme on dit, leur contenu en devenant influenceurs à plein temps. Et en fait maintenant c'est plus du tout possible, notamment pour ceux qui sont partis à Dubaï. Vous savez, il y a quelques mois, quelques années même déjà, on en parlait de ça, de personnes qui étaient parties pour des raisons notamment fiscales à Dubaï, où il n'y a pas d'impôt sur le revenu, pour pouvoir effectivement exercer en tant qu'influenceur français en étant là-bas. Un statut un petit peu hybride, un peu particulier. Aujourd'hui c'est compliqué et donc plein d'influenceurs disent Dubaï c'est fini, donc c'est obligé de revenir au bercail et de trouver entre guillemets un vrai métier. Donc voilà, jour difficile pour les influenceurs français. Philippe Bilger. Je suis frappé de voir à quel point pour beaucoup d'activités, au moment où elles commencent à naître, on n'est jamais capable d'imaginer les dérives et les perversions qu'elles entraîneront. On aurait pu prévoir. Pourquoi est-ce qu'on attend toujours pour édicter des règles, des réglementations qui donnent l'impression alors d'arriver trop tard? C'est vrai, alors t'as raison. Et puis en plus, ce qui est un peu gênant, c'est que justement, en fait, ça a été un peu tardif, et je pense assez brutal pour certains influenceurs. Et donc effectivement, l'activité s'est arrêtée net, ce qui peut quand même paraître un peu dommage, que finalement la France n'est pas le seul pays au monde, hein, donc l'activité va continuer en dehors. Donc effectivement, c'est un peu la méthode française, c'est-à-dire on arrive, coup de massue, terminé. On peut même se demander si c'est pas le chemin qui va être choisi par la France, voire même par l'Europe pour l'intelligence artificielle. Industrie nécessaire, mais qui va sans doute être très fortement régulée. Jean-Michel Fauvergue.
Oui, cette régulation, d'abord, elle arrive tard, sans doute, parce que il faut constater déjà les méfaits de la et c'est difficile de prévoir tout ce qui va se passer dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Donc voilà pourquoi elles arrivent sans doute tard. Mais il y a des régulations de plus en plus parce qu'elles sont dues, à mon avis, à notre monde qui se numérise de plus en plus. On est dans un monde de plus en plus connecté. On a de plus en plus de connexions et de moins en moins de relations. J'aime bien la replacer souvent, celle-là. Ça, c'est la réalité. Vous pouvez continuer. Aide-moi, je vous mets les droits d'auteur. Vous pouvez et par exemple en Europe, on a maintenant le DSA et le DMA qui sont en train de réguler tout le Digital Service Act et le Digital Market Act, qui sont en train de réguler tout ce qui est un peu numérique sur les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est quelque chose d'important, d'intéressant, mais on est obligé d'attendre un moment et d'en passer ensuite par la régulation, à mon avis. Puis ce qui se passe en fait aujourd'hui, c'est qu'en fait un influenceur aujourd'hui, c'est un média. Faut vraiment le penser comme ça. D'ailleurs, il y avait la Fashion Week, vous savez, la semaine dernière. En fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez à la fois les médias traditionnels, je sais pas, les magazines de mode, etc., et les influenceurs, en fait, qui ont exactement le même rôle. Pousser un produit, pousser une marque, etc., pour des raisons parfaitement respectables d'ailleurs. Donc en réalité, c'est pour cette raison aussi que la réglementation est arrivée, parce que quand on est un média, on fait pas n'importe quoi. On met pas en avant n'importe quelle entreprise sans préciser si c'est monétisé ou pas, etc., etc. Ce qui est évidemment normal pour un média traditionnel, et donc qui s'applique désormais aujourd'hui aux influenceurs. Les médias traditionnels ont été régulés aussi, parce qu'à un moment donné, quand ils faisaient du public reportage, ils étaient obligés de le stipuler, ce qui n'était pas le cas avant. Tout à fait, mais effectivement c'est le cas aujourd'hui, mais ce n'était pas encore le cas pour les influenceurs, surtout qu'ils ont une force de frappe qui est parfois considérable. Il faut quand même réaliser, quand on a 5-10 millions d'abonnés sur Instagram, vous avez quand même une force de frappe énorme en termes de clics, de mise en avant de produits, etc. On en revient à ce qu'on disait en début d'émission. On parlait du lobbying chez les politiques. Oui. C'est exactement la même chose. Oui. Donc on a la boucle est bouclée. On peut y aller. Il a pris les rênes de l'émission là. Et vous savez quoi, on va aller faire une petite pause, d'accord? Ça va vous détendre. Dans un instant. Vous avez été un peu fatigué, claqué parce que j'ai assommé tout le monde. Désolé. C'était d'un chiant, mais. Oh là là, merde, moi qu'elle est bien prête. Sud Radio, parlons. Allez, dans un instant, on va revenir sur cette déclaration de Laurent Wauquiez pour 2027. Et c'était un petit peu le cas pour Édouard Philippe et puis pour Gérald Darmanin, où tout le monde commence à se positionner. Et ce week-end, Fabien Roussel a expliqué que s'il partait pour 2027, ce serait de toute façon sans la NUPES. Donc on avait envie de vous poser, est-ce que vous déjà, puisqu'on trouve ça un peu tôt, quand même 3 ans et demi avant, est-ce que vous avez déjà réfléchi pour qui vous vouliez voter? Est-ce que vous avez déjà une idée pour ces gens, en tout cas, pour votre candidat? Pour votre candidat ou candidate. Et vous nous appelez au 0826 300 300, on va en parler dans quelques instants. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous retrouver avec Philippe David jusqu'à 20h et en tout cas à 19h avec Philippe Bilger qui est avec nous, président de l'Institut de la Parole, Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID et ancien député, auteur des Hommes en Noir, publié chez Plomb, et Tom Conan, auteur de Pollution, publié chez Albin Michel. Allez, tout de suite, notre coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc on va revenir sur cette déclaration de Laurent Wauquiez, Philippe, suite à celle d'Édouard Philippe, de Gérald Darmanin, qui s'en cache à peine en tout cas, sur cette possibilité de candidature en 2027. Laurent Wauquiez pense en tout cas à ses prochaines présidentielles. À gauche, finalement Fabien Roussel aussi, c'est finalement extrait de la NUPES pour faire cavalier seul. Et on va en parler dans quelques instants. Oui, est-ce que pour vous, c'est trop tôt pour se déclarer? Est-ce que ça peut être contre-productif? Ou est-ce que vous dites, Sarkozy, Chirac réélu en 2002, en 2003, il dit qu'il n'y pense pas qu'en se rasant, et ça lui a permis de gagner. Alors vous, pour 2027, est-ce que votre choix, vous l'avez fait? On a 4 réponses sur Twitter. Oui, totalement. Non, absolument pas. J'ai une vague idée, et où je ne voterai pas. Et pour le moment, c'est la majorité des 2/3 qui a déjà choisi, alors qu'il n'y a pas un candidat qui a eu les 500 signatures, ce qui est quand même amusant. C'est ça qui est un peu incroyable. Et pour en parler, notre politologue du jour, Luc Gras, est avec nous. Luc, juste avant de revenir avec nos vraies voix, est-ce qu'on attend finalement le sauveur, l'homme providentiel? Alors, dans la vie politique française, il est certain que les Français ont besoin d'un sauveur.
C'est depuis toujours. Il y a eu le général de Gaulle en 58, mais si on regarde bien, Giscard, à sa manière, était un peu un sauveur de l'État UDR de l'époque. François Mitterrand était un sauveur de Giscard. Chirac a aussi été son sauveur avec la fracture sociale. Et même Emmanuel Macron, en 2017, a été le sauveur contre un système sclérosé. Donc oui, les Français attendent à l'élection présidentielle régulièrement un sauveur. C'est pourquoi, très souvent, le futur président de la République est un outsider. Et Laurent Wauquiez, pour vous, Philippe Bilger, ce serait ce sauveur tant attendu ? Pourquoi pas pour les Républicains, mais la question pertinente de Sud Radio appelle de toute manière une réponse nuancée, parce qu'il est difficile de savoir de manière sûre qui sera candidat en 2027. Je ne suis pas persuadé... On sent des tendances quand même. Oui, mais je ne suis pas persuadé, Cécile, que Gérald Darmanin le sera. Et pour le reste, Laurent Wauquiez devra accepter le fait que même chez les Républicains, il y aura d'autres candidats et que même si certains veulent le présenter comme un candidat naturel, c'est Éric Ciotti qui en rêve, il y aura probablement des rivaux qui se diront « on a aussi toute légitimité pour se présenter ». Ça ne m'étonne pas qu'une majorité de citoyens sachent déjà pour qui ils vont voter. Ça, c'est logique. 67% disent que oui, totalement, ils ont choisi leur candidat Tom Bannan. C'est tôt, non ? Oui, après, effectivement, ceux en tout cas qui ont un avis déjà assez arrêté sur la politique française, je pense que c'est assez facile par déduction de se faire un nom. Néanmoins, c'est toujours le problème après avec la Ve République, c'est que tout finalement se fait autour d'un nom, plus que d'un programme d'ailleurs, puisque même Macron à l'époque disait que le programme n'était pas important. Donc voilà, c'est pas franchement les idées, c'est pas franchement le programme, c'est la personne et la personnalité, ce qui peut être bien d'un certain point de vue, et en même temps ce qui est quand même très vague pour incarner et diriger la France ensuite. Jean-Michel Fauvergue. Alors sur la question, est-ce qu'on sait pour la prochaine présidentielle, moi je vais vous répondre parce que moi je sais, je n'irai pas à la prochaine présidentielle. Je sais, le boulot est trop dur. Vous n'êtes pas candidat. C'est un scoop. Jean-Michel Fauvergue ne sera pas candidat. Franchement, tout le monde l'attendait. Je sais. Quelle déception. Ensuite, pour répondre plus sérieusement, pour répondre plus sérieusement, il y a du chemin encore et il y a des improbabilités, il y a des pièges, il y a pas mal de choses. Aujourd'hui, par exemple, la candidate Marine Le Pen a des problèmes avec la justice, en particulier la justice européenne. On ne sait pas si elle sera invalidée, pas validée, si elle pourra y aller, etc. Ça, c'est déjà une. Et puis il y a plein de candidats qui se présentent, dont on sait qui aujourd'hui veulent y aller, qui ont déjà fait, dont on sait qu'à un certain moment ils iront pas non plus parce que c'est l'effet d'annonce en fait. C'est l'effet d'annonce, c'est de se positionner pour un peu sonder les cœurs et les âmes pour savoir si à un certain moment on a une chance ou pas une chance. Et après les sondages jouent aussi beaucoup certainement sur le choix. Luc Gras, est-ce que c'est pas trop tôt pour se dire comme ça candidat 3 ans et demi avant? Alors, comme vous le disiez bien, Philippe, pour les candidats déjà connus, il faut surtout pas sortir du bois. Pour ceux qui ont besoin de se faire connaître, il faut sortir du bois. Un exemple, Laurent Wauquiez, il est clair que dans les sondages, je l'ai regardé encore il y a quelques minutes, il n'est pas en situation. Donc lui, évidemment que sa stratégie de se taire jusqu'à l'approche des présidentielles est obligatoirement revue. Et revue comment ? En essayant de sortir du bois, en créant l'événement comme on l'a vu, etc. Aujourd'hui, la preuve, on en parle. Exactement. Aujourd'hui, le paysage, il est très clair. C'est Marine Le Pen qui, probablement pour beaucoup des auditeurs de Sud Radio, là, cristallise le plus de conviction, de vote pour dans 3 ans et demi. La question est de savoir si Marine Le Pen a effectivement percé maintenant les limites qu'elle avait avec sa famille politique et qu'elle s'installe durablement. À partir du moment où elle s'installerait durablement, ce serait difficile de venir la chercher, sauf à avoir un candidat outsider qui réussirait à rassembler tous les anti-Le Pen. L'enjeu est là. Soit les autres candidats, Darmanin, Édouard Philippe, Laurent Wauquiez et même autres, Zemmour, etc. Bref, tous ceux qui ne sont pas Marine Le Pen arrivent à engager un chemin d'unité
de dynamisme, et là, elle peut se faire quand même, elle peut être mise en cause, ou alors Marine Le Pen a dépassé le stade on le voit bien, elle s'exprime plus maintenant, elle s'exprime pas, et pourtant elle est populaire, elle ne redescend pas. Ça veut dire quoi en politique? Et pour les sondeurs, c'est très clair. Ça veut dire qu'elle a réussi à installer une image et qu'elle a tout intérêt à ne pas bouger, parce qu'elle a installé l'image de la mère la bonne mère de la France, celle qui est en référence, celle qui nous rassure, etc. Paradoxalement, moins elle parle, plus elle est populaire. Oui. Est-ce que une critique contre elle va permettre de la déstabiliser? Toute la question est là. 3, à mon avis, et je prends des paris, il arrive que je prenne des paris stupides, hein, alors que Pascal les dénonçait, le génial auteur des Provinciales. J'imagine, Marine Le Pen, vous avez raison, Luc, il est évident qu'elle sera candidate et que elle a une forte chance d'être... peut-être de faire un meilleur score. Je continue à penser qu'elle sera battue en 2027. De l'autre côté, pour moi, c'est une joie de savoir que la gauche et l'extrême gauche n'auront pas un candidat qui l'emporteront en 2027. Et troisième élément, c'est que le victorieux se trouvera, de mon point de vue, probablement dans cette espèce de droite et de centre où on va se battre. On peut imaginer Édouard Philippe, même à la limite Laurent Wauquiez ou d'autres, et c'est là que se trouvera le vainqueur. Et Marine Le Pen, à nouveau, sera battue. Est-ce que... Oui. Moi, je voudrais poser une question à Luc, si on a le droit. On a le droit de... Oui, on a le droit. Vous avez le droit, oui. Non, on n'a plus le droit. Est-ce que... dans la limite de la loi, mais ça, vous le savez. Ouais. Non, mais est-ce qu'Édouard Philippe n'est pas un peu dans la même situation que Marine Le Pen? C'est-à-dire, il est haut dans les sondages, il a eu des hautes fonctions, il sort pas trop du bois. Est-ce qu'on n'est pas sur le même étiage? Alors, sous la Ve République, il n'est jamais bon d'être trop haut 3 ans et demi avant. Mais regardons un petit peu en arrière. C'est assez amusant parce qu'aujourd'hui, on parle de Darmanin, on parle d'Édouard Philippe et on parle de Wauquiez. Et finalement, les 3 sont issus du RPR. Et les 3 représentent finalement Darmanin, un peu Sarkozy, Édouard Philippe, un peu Alain Juppé, et Wauquiez un peu Fillon, puisqu'il était le bras droit de Fillon. Donc on voit qu'on est toujours là dans une espèce d'alchimie. Édouard Philippe est devant, mais rappelez-vous, Alain Juppé était devant aussi. Oui. Donc la question, elle est pour Édouard Philippe, et il le sait bien, et il essaye de cranter justement par ses interventions régulières, notamment sur l'immigration il n'y a pas si longtemps, il essaye de cranter un personnage qui sera le contraire d'Alain Juppé, c'est-à-dire alors Alain Juppé voulait incarner la France du honneur, la France, etc. Et déjà, on l'a vu, Édouard Philippe ne peut se construire, je réponds ainsi à la question, ne peut se construire que dans l'opposition. Et on oublie le maire. Mais là, on parle quand même de la droite, hein, et dans l'hypothèse d'une alternance, parce que bon, on peut supposer quand même que Macron est catégorisé à droite, au centre droit, je sais pas trop exactement. Mais donc dans l'hypothèse d'une alternance, qui pourrait quand même être souhaitée également par un pan assez important de la population, il y a quand même, bon, Roussel, on en parle souvent, mais même il y a Ruffin. L'hypothèse Ruffin est pas totalement improbable, il me semble. J'ai vu qu'il avait été quand même un peu bousculé justement quand il a été mis en avant, je crois, dans une de Libé, parce qu'il a vu effectivement qu'il pouvait incarner potentiellement quelque chose. Donc après, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais il a un parcours intéressant justement. Il a été journaliste, ensuite il a donc effectivement été élu député, il est assez proche en tout cas des problématiques qu'il aborde, semble-t-il, toujours très présent sur les réseaux sociaux. Bon, Roussel a une autre technique de communication, mais voilà, on n'est pas non plus à l'abri qu'à gauche, ce serait quand même intéressant aussi, une personnalité forte qui puisse comme ça fédérer, parce que sinon ça va être un combat entre le centre droit et la droite, et l'extrême droite. Les nuances de la droite finalement, quoi. Allez, 0826 300 300 avec Christophe qui est avec nous. Christophe. Oui, je vais encore rebondir. Yes. Comme je vais rebondir sur une phrase de Philippe Bilger tout à l'heure dans l'émission. Oui. On ne cesse d'emmerder les Français. Voilà ce qu'a dit Philippe Bilger. Et là, à mon avis, je pense que la sanction, elle approche à grands pas. Le contexte économique, etc., fait que ça va déborder. Et je pense l'avenir nous le dira, comme disait M. Gras, s'il y a une alliance, on va dire Philippot, Zemmour et Tutti Quanti, je pense qu'ils ont les chances. Ils ont leur chance aussi. Voilà, c'est mon point de vue, l'avenir nous le dira.
Vous parlez en fait de l'union des droites, dont David Lisnard, dans les colonnes du JDD hier, a dit que c'était, je vais retrouver la citation exacte, une combine de partis, quelque chose comme ça. Marine Le Pen ne veut pas. En tout cas, une combine de partis, c'est bien ça. Oui, tout à fait. Et moi, à mon avis, là, ce coup-ci, j'entends, hein, je suis dans le contexte de l'immobilier, moi. Je discute avec toute typicité de personnes, de milieux sociaux, etc. Et concrètement, je peux vous jurer, les gens sont vraiment saturés de la politique et du monde. Et je dirais que bien souvent, ce qui revient, c'est le mot corruption. C'est le mot corruption. Ah bon, voilà, restez avec nous. Justement, moi, il me semble quand même un point dans le fait que ce monde aujourd'hui va quand même très vite, les gens zappent très vite et ont envie de nouvelles têtes, de nouvelles idées sans arrêt. J'ai l'impression que ce sera très compliqué pour toutes les personnes qui se sont déjà présentées une fois, donc y compris Marine Le Pen, y compris Zemmour et ça. Une fois, voire plus. Hein. Oui. Voilà, plus, mais au moins une fois. Je pense que ça, c'est quand même l'élément assez central dont les gens se souviendront. Dites-nous si vous avez déjà choisi votre candidat ou votre candidate au 0826 300 300. Lugras, côté Mélenchon, un peu déstabilisé en ce moment, puisque finalement on lui retire une jambe, celle du parti communiste français, je vais y arriver. Aujourd'hui, est-ce que c'est quand même l'alliance de gauche, ça reste une alliance de gauche, même sans la troisième jambe ou la quatrième jambe? En fait, ça change pas grand-chose. Le mouvement de Roussel, il représente 5%, ça change pas grand-chose parce que à chaque fois, Mélenchon a gagné tout seul en réalité. Mais en affichage peut-être ? Mais en affichage, ça n'a pas changé grand-chose. De toute manière, il y a 5% de gens de gauche, communistes, voire encore plus à gauche, qui ne veulent pas de Mélenchon. Ils se retrouvent chez Roussel. Non, mais ce qui était intéressant dans ce qui a été dit avant, c'est que il y a place probablement dans 3 ans et demi pour une possibilité, comme le disait l'auditeur, de ras-le-bol et de renvoyer à la maison tous les anciens. Et on voit bien poindre, j'ai dit une possibilité, j'ai pas dit un succès, mais vont s'installer dans les corps, c'est évident. Gabriel Attal, qui est le plus brillant des macronistes, Bardella, dans les sondages, quand on regarde, il a 3-4 points de Marine Le Pen. Donc si jamais... En dessous. Donc ça veut dire que si jamais Marine Le Pen, pour une raison ou une autre, ne veut pas y aller, comme certains le pensent finalement, avec le syndrome un peu des Le Pen qui conquièrent le pouvoir sans jamais vouloir l'exercer, il est pas. Et Bardella, c'est quand même c'est un champion pour le RN, comme il n'en avait pas avant. Ruffin aussi à gauche. Bon, ils sont un peu courts encore. Ils sont encore un peu jeunes. Il faut être madré. En général, sous la Ve République, pour être élu, sauf le hold-up brillantissime, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, de Macron, qui a fait un coup incroyable en 2017, les gars, ils en ont pris plein la tête avant, et je reste poli, François Mitterrand, Jacques Chirac. 35 ans entre son premier mandat de député et son élection comme président Mitterrand. Sous la 5e, on n'élit pas un petit jeune. À part Emmanuel Macron, qui a vraiment aussi eu un alignement des planètes avec Strauss-Kahn, avec ceci, avec cela, avec la droite qui a explosé en vol avec Fillon. Mais globalement, ça va jouer. Moi, je suis assez d'accord, ça va jouer entre ou Marine Le Pen, si elle tient la baraque, entre guillemets, ou une possibilité de quelqu'un qui arrivera à cristalliser les droites et à être brillant pour l'emporter contre Marine Le Pen au 2e tour. C'est quand même un sacré chemin. Il faudrait vraiment qu'il y ait une vraie révélation du niveau, au niveau politique de François Mitterrand, de Jacques Chirac, de gens vraiment, de très grande qualité politique. Est-ce qu'il y a oui, mais pardon. Allez-y, Philippe. D'abord, Luc, vous évoquez des possibilités, mais qui seront probablement valables en 2032. Vous parlez de Bardella, de Ruffin, des trublions. Personne n'imagine que Ruffin va gagner en 2027. Ouais, mais il a quand même un candidat. Pourquoi non, mais il a un positionnement qui est assez intéressant. Et puis Emmanuel Macron a exploité un dégagisme qui avait commencé avant lui. Mais Philippe, il y a Philippe, 6 mois avant 2017, voire même 1 an avant, 3 ans et demi, est-ce que vous parliez de Macron? Non, bien sûr. Mais Macron, il a été dans les arcanes de l'État depuis longtemps. Ouais, ensuite, il met en œuvre une stratégie parce qu'Hollande est naïf, mais il était déjà dans les coulisses de l'État et parfois à des postes très importants. Ce qui est amusant, je trouve, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens, ils veulent une radicalité qui rassure.
Ils veulent quelqu'un de très engagé, à gauche ou à droite. Et même Macron, d'une certaine façon, était très engagé dans le sens où voilà, il faisait ses discours, il voulait renverser le système, faire la révolution, ce qui prêtait un peu à sourire. Donc il y a cette radicalité-là, mais qui rassure parce que derrière, on porte toujours son costard avec une chemise foncée. On a fait l'ENA ou l'équivalent. On a travaillé dans le cabinet Michel, etc. Et ça, les mêmes mine de ressorts, rien, en fait. ça rassure. C'est l'élément conservateur pour la gauche ou pour la droite. Donc je pense que c'est ça. C'est une radicalité qui rassure. Mais une question sur David Lisnard, allez-y. Pas du tout. Non, je disais, est-ce que David Lisnard a une chance ou pas? Il a donné une grande interview hier dans le JDD. Non, mais à ce stade-là, rien n'est joué. Rien n'est joué. On a un décor. Il y a Marine Le Pen qui est installée en favorite, avec les avantages et les inconvénients de la position, parce qu'on va creuser un petit peu plus sur Marine Le Pen. Et tous les outsiders sont à peu près sur la première ligne de départ. Et David Lisnard fait partie de ceux. Ça veut dire qu'il y aura encore des primaires qui vont encore diluer le. Il ne va pas y avoir probablement pas de primaires au sein de LR, parce que c'est pas ce qu'ils souhaitent. Mais un combat de coq, en tout cas dans un premier temps. Oui, il y aura certainement un combat de coq. Mais c'est bien parce qu'il y a 3 ans et demi, c'est une démocratie qui vit quand même, puisque ils vont pouvoir justement s'entrechoquer. Et pour celui qui veut devenir président de la République et dans ce, on va dire, Macron jusqu'à le RPR un peu plus dur, Ciotti, etc., il y a vraiment un chemin qui ne va pas être facile. Faut avoir rassemblé son camp et convaincre les Français. On voit bien que Marine Le Pen a pris de l'avance. Merci beaucoup Luc Gras d'avoir été avec nous, politologue. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci Tom Conham. Merci Jean-Michel Fauvergue. Vous restez avec nous dans quelques instants. La suite, on va parler citoyenneté avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet, avec le G500, et on va parler forcément démocratie et sauvetage aussi. Absolument. Et on reste ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite.